Merci Phoebe Hadjimarcos Clark et Anna Solal d'avoir accepté cette invitation dans le cycle de ces rencontres, dans le principe de faire rencontrer avec des artistes venant du champ de l'art contemporain, des arts visuels et parmi les plus stimulants du moment, des auteurs, des auteurices au sens large et extensif du terme, de la littérature comme le plus souvent des sciences sociales. Et c'est donc voilà, un très grand plaisir de vous accueillir, de aussi avec vous en quelque sorte entrer dans l'intérieur de vos laboratoires de travail respectifs, de voir comment des idées, des images, des intuitions se structurent progressivement, que ce soit du côté du récit, du texte, de la littérature, de la poésie avec Phoebe, et puis des arts visuels du côté de Anna, et de ce mélange entre le dessin, la sculpture qu'elle met en place. Deux mots à votre propos, parce que bien sûr, il y a des thématiques qui, dans vos travaux respectifs, apparaît au premier regard et qui vous rapproche, notamment donc des ambiances liées à une conscience aiguë des situations historiques contemporaines et politiques, de leur intense dangerosité. Nous sommes dans vos univers textuels ou visuels, dans des univers, l'adjectif est un peu usé, mais post-apocalyptiques, enfin dans lesquels des événements, des catastrophes sont à la fois présentes, passées, futures encore. Et ce qui est particulièrement précis et utile aussi dans ce que vous êtes en train d'élaborer toutes deux, c'est des armes, des instruments, des outils, des concepts que vous mettez en place. Et c'est de cela dont je pense qu'il sera principalement question. Un mot vous concernant toutes deux, Phoebe Hadjimarcos Clark, vous êtes autrice à la fois de poèmes, de nouvelles, de romans. Un premier roman était paru aux éditions du Sabot, le roman Tabor en 2021, qui avait été accueilli avec beaucoup d'intérêt. Et puis en 2024 est paru aux éditions du Sous-Sol, Aliéneux, qui lui a remporté à la fois un grand succès public et critique. Il a été récompensé entre autres par le prix France Inter. Mais tu as fait paraître aussi 2 livres de poésie aux éditions Rotolux, 18 Brumaire, avec un jeu de mots. Tu vas en lire quelques passages. Alors, ce sont des poèmes écrits à 4 mains, avec Martin Dessine et toi-même, qui sont illustrés par Flora Chemin. Et puis, plus précédemment, tu en liras aussi, était paru un très beau livre intitulé Cadavre, avec des dessins de Rosen Voyer. Mais tes textes circulent aussi beaucoup sur Internet, sous des formes de fanzines. Et tu as aussi une vie de traductrice, notamment du côté des sciences sociales, mais aussi du côté de l'art contemporain. Et un grand intérêt, nous y reviendrons peut-être directement ou indirectement, autour des formes visuelles, voilà, entre autres. De ton côté, Anna Solal, tu es artiste, après des études à la Cambre, tu as mis en place, tu as trouvé une grammaire stylistique forte et intense pour parler, pour fabriquer, pour mettre en valeur des figures, et ces figures et ces images, tu les as trouvées à la fois dans des processus de récupération, de recyclage, souvent d'objets venant d'un horizon manufacturier, et qui ont été aussi par tes soins combinés, associés, cousus principalement. Donc cette première partie, pourrait-on dire, de ton travail, même si c'est un peu hâtif et sommaire de présenter des choses comme ça, avait toujours ce ressort, notamment décoratif, qui est très puissant, qui a aussi cette valeur d'étrangeté, qui d'ailleurs vous rapproche, pourrait-on dire, visuellement dans un premier temps. Et puis, notamment grâce à ton séjour à la Villa Médicis, il y a 2 ans à peu près, tu as développé sur beaucoup plus grand format. On a pu les voir dans une de tes expositions récentes, 1000 projectiles au FRAC Occitanie à Montpellier. Tu as pu développer des beaucoup plus grands formats qui, là aussi, travaillent des médiums beaucoup plus classiques
comme le dessin, la peinture, toujours selon des processus de collage, de combinaison, d'assemblage, qui sont d'ailleurs des techniques qui l'une et l'autre vous intéressent. Tu as une exposition qui ouvre très rapidement au Creux de l'Enfer, à Thiers, intitulée In Vivo. Voilà, donc cette rencontre va être un parcours entre vos textes, vos échanges, les œuvres d'Anna, et cela va commencer par un moment de lecture de Faible. Tout à fait. Bonsoir à toutes. Ouais, je vais vous lire un petit passage de mon roman Alien, qui me paraissait intéressant pour introduire cette rencontre parce qu'il est question notamment de liens interspécifiques, donc entre Fauvel, le personnage principal de ce roman, et Anna, l'autre personnage principal de ce roman, qui se trouve être une chienne clonée. Et bon, qui vont développer une amitié un petit peu particulière. Et ça me paraissait intéressant de commencer là-dessus, parce que justement avec Anna, on s'était dit qu'il y avait cette question de l'animalité, de l'artificialité qui était pas mal au cœur de nos travaux respectifs. Et voilà, merci. Des gouttes de sang tachent les tomates. Anna a marché dans les flaques de son propre sang, ses traces de pas rythmées par sa queue battante, les halètements de sa gueule immense. Fauvel suit les signes, jusque dans le petit salon. Anna est couchée dans un coin. Blessée, elle grogne, sans discontinuer. Fauvel reste un long moment dans l'embrasure de la porte, sans oser bouger. Ses mains sont enfoncées dans les poches de son pantalon, examinant aveuglément les peluches prises au piège dans les coutures. Puis après un temps, alors qu'Anna a cessé de grincher, restant si silencieuse que ça en devient inquiétant, Fauvel s'approche avec circonspection, les mains sorties de ses poches, tendues ouvertes, pour lui montrer qu'elle est animée de bonnes intentions. La chienne ne fait aucun bruit et Fauvel s'approche davantage, accroupie, humble, une servante pliée en deux sous la férule de sa maîtresse. Ses mains glissent sur sa peau, élastique, chaude, velue. Sous chaque crénelage de muscles, ses doigts s'impriment, cherchant la faille, la béance ensanglantée. Anna ne bouge pas, les yeux écarquillés, indéchiffrables, comme toujours. Elle ne semble même pas respirer. Fauvel parcourt à la main le corps entier de la chienne, avec tout le soin que l'on prend à toucher une bête fauve. Son pelage d'ailleurs s'irise, de tigrures subtiles dans la lumière dorée qui filtre à travers les vitres de verre ancien. Le soleil poursuit sa course, et elle tourne de concert la tête vers les fenêtres au cadre de bois sombre pour apercevoir le ray de lumière poudreuse percer la pièce obscure. Fauvel caresse tout son corps, jusqu'à ses pattes aux longues griffes obtuses, le garrot, les flancs intacts. Elle n'est pas blessée, pas une seule égratignure sur son corps de panthère. La chienne s'est remise à respirer fort et Fauvel se pose un instant la question absurde et dérangeante de son excitation sexuelle. La chienne halète comme une amante qui a envie. Fauvel secoue la tête. C'est la marque ultime de l'arrogance humaine de transposer le langage des émotions et ses symptômes à d'autres espèces. Cela dit, les chiens eux-mêmes ne sont pas exempts de ce travers, se dit-elle en se remémorant certaines jambes de pantalon cruellement outragées. Elle retire sa main. Anna s'apaise. Est-ce que tu voulais... Non, non, c'est vrai que... oui, le thème de l'animalité nous intéresse. C'est vrai que lors de l'exposition 1000 projectiles, j'avais dans cette pièce-là, j'avais intégré j'avais repris en fait des logos de marques qui utilisent des animaux et je les avais insérés dans ce fond noir pour faire comme une sorte de ciel où finalement les animaux n'existent plus qu'à travers la mythologie des marques. Et c'est vrai que j'utilise beaucoup d'animaux comme exercice un peu de décentrement, pour savoir par exemple si j'avais été un animal, comment j'aurais réagi, qu'est-ce que j'aurais voulu dire aux humains, comment je me serais développée dans le monde, quoi. Et de son côté, ce genre de réflexion, ça t'arrive, ça nourrit peut-être la partie antérieure, avant que le roman ou le paragraphe se mette en place? Peut-être. Pas dans Alien, je pense. Enfin, je crois qu'il était plus question de rencontre que de... Comment dire?
je me projetais très peu dans l'intériorité de cette chienne Anna. Enfin, l'idée, c'était quand même plutôt de voir ce qui se passait entre l'humaine et la chienne lorsqu'elles se rencontraient. Mais cette chienne, elle est elle-même clonée, comme on a Oui, entendu. oui, oui. Elle a pour particularité forte, oui. Tout à fait. Ouais, donc c'est un chien à la fois artificiel et pourtant qui a une part de naturalité inhérente, en tout cas dans les représentations qu'on s'en fait. Et donc c'était cette tension-là qui m'intéressait aussi, en fait, cet endroit entre la naturalité qu'on projette à la fois sur les animaux, mais aussi en particulier sur le corps des femmes. Et c'est quelque chose aussi que vit ce personnage de Fauvel, qui n'est pas forcément à l'aise avec cette identité-là. Bon, enfin, c'est pas dit de façon explicite, mais en tout cas, c'est quelque chose qui parcourt le texte. Donc voilà, il y avait toute cette tension et cette réflexion sur le divorce entre naturalité et artificialité. Mais en revanche, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de se projeter dans la tête des animaux, parce que là, le texte sur lequel je travaille, il y a une part autobiographique, ce que j'ai jamais fait auparavant. Et j'avais un peu, j'ai un peu fouillé dans mes souvenirs, et je me suis rendu compte que, je sais pas, entre l'âge de peut-être 6 et 9-10 ans, j'avais de longues périodes où j'étais persuadée moi-même d'être un animal. Et il y avait vraiment ce devenir animal, ou cet être animal qui m'a habité longtemps, et je pense qu'il continue à énerver mon écriture, en fait. D'ailleurs, la preuve à la fin de Moralienne est dans ce texte sur lequel je travaille actuellement. Et dans cette figure, dans ce tableau que tu nous montres, il y a tous ces animaux représentés par des logos, mais c'est quand même une forme très humaine. Oui, au milieu, c'est une balayeuse qui est traversée comme ça par des formes étoilées que j'ai repris en fait de pommeaux de douche, qui font un peu comme des mitraillettes. Mais je crois que c'est cette pièce, il y a les oiseaux, qui est un motif très récurrent dans mon travail. Il y a par exemple aussi ce lièvre qui est pris au piège dans une forme géométrique. Mm-hmm. Et c'est vrai que cet encastrement entre une forme très vivante et des motifs industriels, venir encastrer, c'est vrai que c'est curieux de... Oui, ça fait des hybridations vraiment incroyables, étonnantes en tout cas. Puis la projection qui paraissait très fantaisiste de Chris Korda de la disparition des animaux dans les années 90, finalement s'avère plutôt juste. Et c'est vrai que cet empiètement fou des humains sur le territoire animal, pour nous, c'est troublant, et on peut imaginer quel genre de catastrophe que ça va créer. C'est vrai que c'est presque, comique, par exemple, de voir pas le tatous ni le pangolin, c'est l'animal du Covid qui a été mordu par une chauve-souris. C'était un pangolin. Voilà, le pangolin dont tout le monde se contrefou, qui est devenu une star mondiale, qui a paralysé la moitié de l'économie. Du coup, voilà, ça laisse projeter, parce que finalement, il y a un destin en commun aussi avec les animaux. Oui, enfin, je veux dire, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que je pense que malgré nous, je parle trop fort. Non, plus près. Pardon. Je pense que malgré nous, on a encore de la peine à se penser comme faisant partie de ce continuum de l'animalité, quoi, parce que, enfin, je veux dire, même dans ce que tu dis, alors même que tu as été consciente de cette interdépendance, je crois que voilà, on a ce réflexe de s'opposer à l'animal. Oui. Qui est curieux. Et et je m'interrogeais aussi sur ta méthode de travail, d'écriture. Moi, je fonctionne beaucoup par collecte. Après, j'ai des panels d'intérêts qui sont mes obsessions propres. Et c'est un dialogue entre ce dont moi j'ai envie de parler et ce que la matière me suggère. Et du coup, je fais des allers-retours entre... c'est vraiment ce dialogue-là. Et voilà, je me demandais comment toi tu procédais. De façon peut-être un peu moins systématique, mais je pense que c'est aussi propre à l'écriture. C'est beaucoup de notations, de notes prises sur le vif, de fragments qui petit à petit vont s'agréger et vont se mettre en constellation et prendre du sens les uns avec les autres, quoi.
Mais bah, voilà, j'ai Mais c'est vrai que j'ai pas de système où voilà, je me mets pas à collecter des textes ou enfin en tout cas à collecter des images autour d'une thématique précise. Bien sûr, C'est bien plutôt sûr. la thématique qui se dégage en fait à travers l'acte d'écriture. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'avait semblé, comment la façon dont j'ai reçu tes textes, c'est qu'il n'y avait pas de concept préétabli, il n'y avait pas de loi, mais que c'était une constellation très sauvage de centres d'intérêt. Et je fonctionne aussi comme ça, quoi. Ouais, c'est drôle parce que j'aurais pas parié dessus parce que justement, tu vois, t'as ce travail très matériel en fait de collecte d'objets plus ou moins trouvés, si j'ai bien Ouais. compris. Et je me dis que ça demande quand même une forme de méthode. Bah, en fait, j'ai l'impression que la plus grande partie du travail, ça consiste à regarder autour de moi. Et ça, c'est tout le temps, en fait. C'est pas spécialement On durant. peut peut-être revenir vers tes premières compositions qui sont notamment avec voilà, Voilà. avec Par exemple, ça, c'est la rose. Voilà, une marguerite. En fait, j'ai travaillé, en fait, il y a 5-6 ans, je travaillais, enfin, je vivais à Pantin à ce moment-là. Et j'ai beaucoup travaillé sur Jean Genet, voilà, autour du livre Le Journal du voleur, où en fait, lui, il est pupille de la Nation. Et du coup, il réinvente là où il ne saura jamais qui sont ses parents. Et il réinvente d'où il vient. Et il y a ce passage hein, dans son livre un peu d'anthologie. Voilà, et du coup, lui, il n'a pas de... Voilà, sa maison, c'est la maison d'arrêt, la maison d'édition. Et du coup, cette mythologie autour du mal, M-A-L-M-A-L-E, j'essaie de le retranscrire. Par exemple, j'ai beaucoup utilisé les habits de sport, la figure du banlieusard, avec tous ces habits de sport qui font aussi étonnamment penser un peu à des tenues d'armée, ou qui sont assez agressifs dans les logos. Et voilà, tout ce champ lexical-là m'a beaucoup intéressé à ce moment-là. Voilà, là, c'est des pièces qui sont assez représentatives de ce que j'ai pu faire à cet instant-là, quoi. Et ça, si j'ai bien compris, c'est un ballon de basket qui a été découpé et ouvert. Hein. C'est ça. En fait, je prends toujours des formes figuratives parce que j'aime bien l'idée de ne pas échapper. Cette frontalité figurative me permet d'affronter sans détour mon sujet. Et voilà. Et après, c'est voilà, il y a pas de, ça reste très très sauvage quoi dans la façon de procéder. Voire brutale, mais même par exemple quand on prend une peinture de Bacon qui a l'air très brutale, au final quand on la décompose, c'est une accumulation de gestes très délicats. Et je pense que je trouve beaucoup de solutions malgré l'apparente brutalité des pièces dans la douceur. peut-être on pourrait pour une lire lecture, ouais. voilà, un autre passage ou un fragment d'un autre de tes ouais. livres. Oui. Peut-être Eh bien, ouais, un- je vais lire un extrait de ce recueil, 18 Brumaire, donc qui est un recueil qui a été écrit à 4 mains. Et là encore, peut-être qu'on peut parler de méthode quelques instants. Donc l'idée, c'était enfin voilà, avec Martin Desindes qui donc est également poète. On avait commencé à échanger de façon assez informelle d'abord, et puis après on s'est dit mais ces échanges quand même, il y a quelque chose qui se passe, et peut-être qu'on pourrait en faire quelque chose de plus concret. Et donc là, bon, il y a une forme quand même d'artificialité qui est rentrée en jeu, et on s'est mis à vraiment échanger des poèmes, ce qui n'était pas le cas auparavant. En se disant, enfin avec l'idée d'une publication à terme, sans trop savoir quelle forme elle prendrait. Et donc ça a duré assez longtemps, ça a duré plus d'un an et demi, je crois, à échanger toutes les 2-3 semaines un poème un peu comme une forme de journal intime presque, sans tout à fait que ce le soit. En tout cas, là encore, peut-être quelque chose de l'ordre de l'observation de ce qui se passait autour de nous, de ce qui se passait en nous, de la manière dont intime et politique se mêlent, et parfois dans des endroits un petit peu inattendus. Et voilà. Parce que le lien, c'est aussi le texte de Marx sur le 18 Brumaire. Oui, voilà. alors ça c'est... Après, qui est aussi orthographié. Ouais, parce je sais plus exactement d'où ça vient, mais on faisait des blagues à la fois sur les devantures de coiffeurs. Enfin, je montre le titre pour qui ne le voit pas.
enfin qui ne le connaît pas, pardon. Donc voilà, c'était une fois de plus, ouais, voilà, cette idée de l'irruption de la théorie politique dans voilà, un domaine qui en paraît loin en soi. Qui en paraît très éloigné. Voilà, et de là est venue toute une réflexion sur le calendrier révolutionnaire, parce qu'on s'intéressait pas mal à cette manière de refondre la vie après un événement, un bouleversement politique. Bref, voilà, et donc ça a pris la forme d'une sorte de pseudo-calendrier poétique, une sorte de pseudo-journal poétique ou de correspondance. Et voilà, je vais vous lire un poème que j'ai écrit. Il y a aucun d'entre eux ne sont signés. Donc, en fait, si vous feuilletez le livre, vous ne saurez pas qui a écrit quoi, sauf que voilà, je vais vous donner des indices ce soir. Et donc, je vais vous lire Belle de nuit. Ah oui, autre précision, qui est un peu anecdotique en l'occurrence, mais je ne sais pas si vous êtes familière du calendrier révolutionnaire. Donc tous les mois ont été renommés. En fait, tout le calendrier a été modifié avec des nouveaux noms de mois. Et chaque jour, en fait, a été renommé également. Donc les saints catholiques ont été évacués et remplacés par des noms qui venaient notamment du monde naturel, justement. Donc des animaux, des plantes, des outils aussi. Et donc à chaque fois nous avons donné le titre, le titre de chaque poème est en fait emprunté à cette espèce de nouveau calendrier. Donc voilà, ces nouveaux noms de saints laïcs, disons. Voilà, donc Belle de nuit qui est un jour de Vendémiaire. Et c'est pas le... Pardon, excusez-moi, j'ai perdu le fil, c'est pas le titre que je voulais lire. C'est celui-ci, Pioche. La sœur de l'artiste s'ajuste, ses plus beaux haillons chaque matin, choisir lesquels, pour paraître la plus écœurante possible, la plus abjecte, la plus sale. Avant de se mettre en route, charger ses poches de cailloux, pour aller se noyer dans un cours quelconque ou les jeter sur les enfants, ceux dont la voix est si stridente, les jeux trop agiles qui tombent partout et se relèvent sans pleurer. Sucer. Les jours de disette, sucer faute de mieux. Remplacer ses yeux quand les siens tombent de fatigue dans des larmoiements odieux, dans les violences de rue. La sœur de l'artiste rêve souvent, craint de se reconnaître en toutes sortes d'impossibles liens familiaux qui étourdissent, la font vomir, comme la toux nerveuse qui secoue son torse puant, l'effraie, tout en air, la sœur de l'artiste, ou de quiconque. Une sœur, une bonne sœur, aux hardes de circonstances. Elle se cache la nuit, pleure de peur dans des angles entoilés, renifle dans ses affreux chiffons et fait vibrer les graviers captifs. Faut traverser le trottoir pour se prémunir contre les regards trop insistants, les regards de haine, de humeur, sur la nuque peu nette, parchemineuse, traverse d'immenses boulevards. Hante, voûter la ville, hante sale, hantée, tournoi triste et seul, discrètement. Mendie l'amour aux abords des hyper, lit dans les vitrines son reflet pas ouf, horoscope gratis des écrans, aux portes des bazars ou ailleurs. Il y a du mieux, espère-t-elle en virevoltant. Elle pense à la carrière de l'artiste. Encore un peu plus loin, seule mais espérant autre chose, la sœur de l'artiste espère le mieux pour se contenter du médiocre, pour se contenter. La sœur de l'artiste, je n'ai pas de sœur, ou pas qu'une. Et ouais, ça me paraissait adéquat justement dans carrément. Cette conversation sur le travail artistique et peut-être, je sais pas, sur cette espèce de décentrement, de sortie du corps ou de... Et puis oui, j'ai l'impression qu'on travaille aussi. J'ai l'impression que en tout cas les artistes qui me plaisent le plus sont pas des artistes qui arrivent avec des grandes idées, mais qui arrivent avec un grand désir. Et finalement, ça veut pas du tout dire que je suis l'ennemi des idées, hein, mais j'aime bien l'idée des artistes qui avancent à tâtons. C'est quelque chose qui me plaît dans le dessin et la peinture. Et qui se laissent aussi submerger par leurs projets, qui sont... c'est quelque chose que je peux des fois remarquer, par exemple chez les cinéastes, les grands cinéastes, où ils ont un projet, et puis finalement c'est complètement... ça déborde, quoi.
Outre les processus d'ailleurs de récupération du calendrier révolutionnaire, là émerge aussi, ce qui me paraît rapprocher par moments vos travaux, c'est le désir de fabriquer des figures, de nouvelles figures qui renouvellent nos imaginaires. Peut-être, ne l'a-t-on peut-être pas précisé, mais les deux romans de Faiby, l'un est plutôt un récit d'anticipation, pas tout à fait de dystopie, puisque c'est finalement une sorte d'utopie heureuse par moments, mais compliquée, on va dire. Et puis Alien se passe dans un futur qui est proche, dans un futur qui a été marqué, puisque ça se passe, je crois, l'été, enfin, quelque temps après la fin ou la disparition des marronniers, des derniers marronniers. C'est un des rares détails qui traverse le texte, qui permet, bon, pas vraiment de situer dans le temps, mais enfin de pouvoir le projeter imaginairement par rapport à nos affres, bien sûr. Mais l'une et l'autre, il y a ce désir de fabriquer des figures. Alors, donc, dans le roman, ça se construit autour des personnages, autour de leurs relations amicales, amoureuses, relationnelles. Et puis, du côté des œuvres, il y a aussi des œuvres beaucoup plus où la figure humaine apparaît, peut-être, on va dire, plus récemment. Oui. J'aimerais vous entendre l'une et l'autre sur cette envie de prendre en charge pas tout à fait des portraits, mais c'est à la fin d'ailleurs d'Alien, il est dit que ce sont des reflets. Quelque chose. Aucun souvenir. Non, c'est dans les remerciements, donc c'est pas tout à fait le texte, mais il est dit quelque chose comme des lectures des personnes dont il est le reflet, autant ou plus qu'il n'est le reflet de la main qui écrit. Voilà. Donc il y a cette idée de refléter quelque chose, donc qu'on ressent avec l'envie de récupérer des éléments du réel. Oui, c'est vrai qu'en plus j'ai l'impression qu'on a peut-être ça en commun, de se situer dans un espace-temps qui pourrait paraître assez futuriste, mais qui en même temps, enfin, moi je m'inspire aussi beaucoup des gravures du Moyen-Âge, enfin, de choses très anciennes, quoi. Grunewald, Gréco, voilà, c'est pas, et comment dire. Et il y a Cranach sur la couverture de... Mais et c'est vrai que j'ai l'impression que, comment dire, que l'avant-garde, que l'expérimentation ou l'avant-garde n'est pas l'ennemi de la tradition. Qu'en fait, l'avant-garde se construit en dialogue avec la traduction, qu'on est... Enfin voilà, qu'au final on est bien peu de choses, et si on arrive à déplacer même de quelques tout petits millimètres le schmilblick, c'est déjà immense, et c'est vrai que, enfin voilà, Oui, c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression que peut-être qu'il est question de dialogue avec une forme de tradition. C'est évidemment le cas dans mon travail, en tout cas romanesque plutôt. Mais plus que de dialoguer, moi j'ai l'impression que c'est une sorte une fois de plus, de forme empruntée, de grammaire que l'on reprend à son compte. Et pour moi, c'est plutôt, comment dire, en cohérence aussi avec une esthétique qui est extrêmement contemporaine et qui met sur le même plan à la fois, je sais pas, une peinture de Cranach et en même temps des Nike TN. Enfin, je veux dire, tout ça coexiste. Et d'autant plus dans l'espace, dans le cyberespace, voilà, qui est très présent aussi dans ton travail. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le monde tel qu'on le perçoit et tel qu'on le traverse aujourd'hui, c'est cette espèce de grande égalité des formes, qu'elles soient langagières, et ça se ressent aussi beaucoup dans mon travail, je crois, notamment dans Alien, où voilà, il y a beaucoup de formes langagières qui cohabitent, qui coexistent et qui se rencontrent, mais aussi dans les formes visuelles qui peuvent... moi j'ai l'impression que finalement l'acte le plus politique qu'on puisse réaliser, c'est détruire le cliché, quoi. Mais détruire le cliché, c'est pas une mince affaire. Enfin, c'est voilà, et il y a quelque chose d'assez euphorisant 2025 de voir plus de des thématiques qui apparaissent et qui semblent vraiment justes. Et en même temps, il y a cette espèce de double mouvement où on a beaucoup... Enfin, moi, j'ai beaucoup de méfiance,
où comment dire, le packaging, comment dire, la communication qu'il y a autour d'un artiste prend une place totalement démesurée par rapport au contenu de son œuvre lui-même. Et des fois, oui, le mot politique arrive comme un cheveu sur la soupe. Et j'ai l'impression que le geste, comment dire, le geste politique, il arrive en conséquence de quelque chose. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas, ça peut, en première intention, après, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il faut relancer les dés au cas par cas, quoi. Je suis pas sûre d'être d'accord. Enfin, moi, je pense que, ou peut-être que j'ai pas tout à fait compris ce que tu voulais dire par là, mais moi j'ai l'impression que, au contraire, la politique, elle est là dès le lancer de dés, quoi. Et c'est de toute façon, tout lancer de dés sera politique, et toute proposition, en ce qu'elle est située quelque part, et en ce qu'elle est située à la fois socialement et politiquement, sera inévitablement politique, quoi. Oui, je disais, comment dire, que des fois j'avais comment dire, si elle est sincère, oui, si c'est sincère, oui. Et pas de la posture, c'est ça que tu veux dire. C'est ça, et comment dire, pour être plus explicite, j'ai l'impression que l'écrivaine ou l'artiste plasticien, il met il met en place un pacte avec le regardeur ou le lecteur, la lectrice, et c'est vrai que voilà, des fois il y a, comment dire, une sorte de trahison de la part des artistes, où finalement le monde de l'art l'emporte sur l'art, sur la promesse qu'ils ont fait à la matière art. Oui, et donc il ne suffit pas de créer des formes qui seraient alternatives, autres, ou qui exploreraient des terrains moins connus pour être forcément... Non, je pense que toutes les découvertes sont bien, mais voilà, disons que je me méfie des autoproclamations, et voilà, c'est juste ça. Et cette fabrication donc de figures, de groupes, parce que dans l'une et l'autre dans vos travaux, il y a ce désir de représenter des groupes alors qui sont à la fois fixés par l'œuvre visuelle du côté d'Anna, mais qui sont toujours en mouvement du côté, en tout cas dans les récits, mais on l'a entendu aussi d'ailleurs dans le poème que tu as choisi de lire. Ça vient d'une sorte de nécessité Oui, peut-être pour continuer sur cette idée de politique et de comment elle s'inscrit dans nos existences. Il me semble qu'aujourd'hui, l'un des remèdes que l'on peut opposer à la fascisation galopante de la société et du monde, c'est justement de faire masse, de faire groupe, de faire collectif, de faire exister ces manières, ces petites formes de vie qui nous sont propres, intimes, individuelles, et en fait d'en faire justement une matière réellement politique et potentiellement révolutionnaire. Oui. Potentiellement révolutionnaire, alors tu peux nous dire comment ou quoi Je pense que juste peut-être que je vais pas m'étendre sur ce sujet-là ce soir, mais j'ai l'impression que juste dans la mesure où j'ai l'impression qu'il y a une tendance généralisée à la fragmentation, à la fracturation de la société, mais aussi des groupes sociaux, quels qu'ils soient, et j'ai l'impression qu'au contraire, il faut se ressouder et refaire masse justement face à cette menace-là, quoi, qui vise justement à nous affaiblir en nous réduisant à des individus plutôt qu'à des membres de collectifs. Et c'est vrai, dans le personnage de Fauvel, en fait, elle est à moitié éborgnée par un tir de LBD. Et dans ton autre récit, il y a aussi, dans Tabor, il y a un personnage qui a le nez amputé, des doigts amputés. Du coup, je trouve ça intéressant, le fait d'avancer sans être complet. Et voilà, je pense que ça fait partie aussi de la démarche de l'artiste. Et tu parlais de politique tout à l'heure. Pour moi, c'est aussi ça, peut-être quelque chose, un acte politique, c'est de protéger la vulnérabilité, de dire ça, je trouve ça beau. Ça, je trouve ça beau, et je désire le porter en majesté, le protéger.
Oui, et c'est intéressant que justement que tu reprennes ces formes très délicates de la fleur ou je sais pas de l'hirondelle, enfin des formes très poétiques, très presque légères quoi quelque Oui, part et que tu les ancres à la fois dans un monde quelque part un peu ruiné quoi et, euh, et que tu les représentes de cette manière-là aussi, enfin avec ces matériaux de la ruine quelque part. ouais, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé l'intervention de Hanoni and the Johnson, je sais pas si tu vois qui c'est, qui racontait qu'en fait, quand il chantait, qui a une voix vraiment une voix vraiment magnifique, en fait, quand il chantait des choses tristes de façon joyeuse, c'était d'autant plus puissant. Et c'est vrai que j'ai déjà un naturel assez, on va dire, gothique. Et du coup, si je le modère dans des formes plus... je pense qu'une hirondelle sera d'autant plus forte que si c'était un corps... Voilà, après, c'est des stratégies. Si j'avais fait un album, par exemple, de black metal et je l'avais appelé Paradis, on peut imaginer que ce soit vraiment le pire album de torture sonore. Bah oui, je partage ce naturel gothique, je crois, et j'ai laissé libre cours dans Tabor, comme l'indique la typo qui a été choisie pour la couverture, et c'est peut-être un peu plus léger dans Alien, mais oui, j'aime bien cette idée aussi de dire des choses, tristes avec une certaine forme de légèreté. Enfin, moi, je crois que je le fais à travers l'humour, mais j'ai l'impression que quelque part, il y a une forme d'humour aussi peut-être dans ton travail. Oh oui, j'espère. Mais oui, voilà. Ben là, cette pièce-là, par exemple, c'est un charnier de main que du coup, c'est une sorte d'illustration que j'ai repris d'un texte. Et à l'intérieur de ces mains tranchées, j'ai mis des packaging de Chupa Chups. Et du coup, parce que moi, je ne suis pas du tout à l'endroit de la guerre, donc je ne vais pas parler de la guerre. Mais ça me permet encore de prendre le motif de la guerre pour parler d'autre chose, notamment d'une forme de trivialité qu'on a dans notre rapport à la consommation. Et voilà, et cette pièce, en même temps, très... même si elle paraît un peu macabre, elle est en fait en vrai assez joyeuse parce qu'il y a ces formes tout en courbe, il y a beaucoup de couleurs. Et ça venait d'ailleurs de quel texte? C'était sur les falaises de marbre d'Ernst Junger. Ah oui, de Junger, oui. Oui, donc tu as des lectures éclectiques. Hein, oui. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais, voilà, du coup, la peur et l'angoisse, c'est aussi très très présent dans ton travail. Et évidemment, j'ai pas hiérarchisé les émotions. Enfin, j'ai beaucoup écouté du disco, par exemple. Et c'est vrai que quand tu parlais de force collective, de joie collective, j'ai beaucoup beaucoup d'admiration pour cette musique, parce qu'il y a comme la présence d'une joie presque indestructible. Et il y a cette capacité de faire intelligence ensemble. C'est vrai que c'est les premiers qui ont dansé sur le disco, c'est les Noirs et les homosexuels. Et j'admire cette espèce de forme musicale qui est proche d'une prière aussi, finalement. Mais... non, voilà. Je sais pas si la musique t'influence beaucoup dans ton travail. Ouais, j'écoute pas mal de musique en écrivant, mais bon, c'est très éclectique aussi. Ça peut aller du baroque en passant par le disco, le punk ou des. Enfin, j'ai beaucoup. Alors, j'ai écouté des trucs un peu honteux lorsque j'écrivais Alien. J'ai écouté des musiques qui étaient censées reproduire l'effet de la DMT sur le cerveau. Ok. Mais bon, c'est n'importe quoi. Mais ça a marché? Non. Non, enfin, c'était pas mal pour se concentrer, quoi. Et donc, je suis devenue un petit peu accro à ce truc-là. Je pense que c'est le seul moment de ma vie où j'ai mis en place une sorte de protocole de travail où, pour achever le livre, j'écoutais ça en boucle. Mais c'est pas vraiment de la musique à proprement parler, quoi. C'est un peu une soupe New Age avec des sortes de bruits de gong par moment, quoi. C'est assez nul.
Mais en même temps, peut-être que le roman s'achève d'une façon à la fois très, très précise, c'est-à-dire qu'il remplit son pacte représentationnel, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'éléments sont élucidés et en même temps, beaucoup d'autres surgissent in extremis qui renouvellent les perspectives et les décuplent. Donc il y a cette attention quand même au format, on a l'impression, et même peut-être on peut la trouver sans doute aussi du côté de la poésie. Donc voilà, il ne s'agit pas d'être dans une logique de standardisation, mais d'être quand même dans ce qui fait l'acuité des objets culturels les plus efficaces. Ouais, peut-être. Et puis aussi, je sais pas, dans ces énumérations brèves que j'ai faites de musique, on retrouve une fois de plus cette espèce de mise à égalité de plein d'époques, de genres différents, et qui finalement se rassemblent par la cohérence qu'on décide de leur donner, quoi. Et dans Alien, comme dans Tabor, je pense que ce que j'ai eu à cœur de faire, c'était aussi de questionner la forme roman ou les différentes formes romans que je mettais au travail dans ces textes, tout en refusant de les mettre tout à fait au travail. En tout cas, surtout dans Alien, mais aussi dans Tabor, c'est un texte qui refuse la résolution, quoi. Oui. À la fois, il y a il y a un certain nombre d'éléments je referme tout, mais il y a quand même une grande question, une grande ouverture, une espèce de béance au milieu du bouquin qui sera jamais résolue, quoi. Et ça, j'avais vraiment j'ai oublié de dire qu'il y avait effectivement des présences possibles d'extraterrestres. Il y a une pluralité de points de vue. Et puis, il y a aussi la façon dont il y a c'est pas des couloirs conversationnels, mais des très longues interventions de conversation. Tu peux nous en parler ? Ouais. Parce que c'est pas si courant dans les romans contemporains, j'ai l'impression. Je pense que ça tient peut-être aussi à la mise en page qui accentue, c'est vrai. Qui accentue ce côté-là. Donc c'est italique et puis tous les dialogues sont in italique et resserré peut-être. Ouais, c'est ça. Oui. Et mince, pardon, c'était cet élément, cette présence de ces dialogues qui font comprendre aussi des points de vue très différents, qui troublent l'éventuelle linéarité du roman. Oui, en fait, c'est aussi ces dialogues qui font mentir le reste du texte, qui se font mentir entre eux, quoi. Et donc, il y a tout un rapport à la vérité et à la réalité qui est sans cesse remis en cause. Et surtout, il y a plusieurs personnages qui mènent des enquêtes dans ce livre. Et aucune enquête ne touche jamais vraiment à sa fin, quoi. Elles sont laissées en suspens et on ne sait pas trop ce qu'elles deviennent. Et finalement, la recherche de la vérité semble peut-être moins importante pour les personnages qu'elle ne l'était au début. Et ces dialogues, en fait, comment dire, à la fois ces dialogues, à la fois la convocation du genre de l'enquête, qui est proche du policier, la convocation de la science-fiction par touche légère, du genre horrifique, et par ailleurs de ces dialogues qui viennent s'insérer s'enchasser, comme on dit, dans disons la narration, le reste de la narration, quoi. Tout ça, pour moi, c'était une manière de travailler le corps du texte au sens vraiment premier, c'est-à-dire cette matière-là du texte, comment est-ce qu'on la fait jouer, comment est-ce qu'on la met au travail avec elle-même. Et bon, il y avait tout le jeu sur les genres différents qui se rencontrent et qui ensemble. Et qui tout à fait. Et peut-être que ça revient un petit peu une fois de plus à cette idée de mise en lien et de mise en dialogue de plein de formes, de plein de grammaires différentes, voir ce que ça donne quand on les fait se rencontrer. Et juste pour boucler un peu la boucle, je crois que ce qui me tenait à cœur dans mes deux romans, en fait, c'était d'essayer d'explorer la limite entre l'intérieur et l'extérieur. Et tu vois, tu parlais de ces deux personnages, de Fouvel qui a été éborgné et de ce personnage
voilà, qui se coupent des bouts de visage, qui se coupent des doigts, qui se rongent les ongles. Enfin, d'ailleurs, c'est un extrait que je vous lirai peut-être un peu plus tard. Et qui, ce personnage-là, qui pour moi est le même que celui que j'évoque dans le poème que je vous ai lu. C'est la sœur de l'artiste. C'est aussi cette espèce de sorcière en haillons qui traverse la ville et qui est dégoûtante. Et ça, c'est un personnage qui est aussi présent dans le texte que j'écris maintenant. Donc je me rends compte que c'est un personnage qui revient beaucoup. Et voilà, donc l'idée pour tous ces personnages-là, pour tous les personnages que j'ai écrits, c'était d'éprouver la limite entre eux et le monde, entre ce qui les faisait eux, ce qui faisait le monde, et là encore, les zones de rencontre, en fait, les zones où le monde s'effrange jusqu'à pénétrer l'individu et inversement. Et donc ça passe par plein de choses, ça passe dans Alien par l'éborgnement, par la lutte politique, par la drogue, par le sexe et par le rêve. Oui, et justement, je m'interrogeais sur la place du rêve. Est-ce que tu faisais des rêves qui t'inspiraient ? Est-ce que, voilà, enfin, moi je sais que je me souviens rarement de mes rêves, mais que certains rêves ont vraiment constitué des étapes très importantes dans mon parcours, dans ma création artistique, mais même dans ma vie. Ouais, c'est intéressant. Mais tu voudras développer après dessus ? Ouais. Ou même maintenant. Maintenant ? Ouais. Peut-être par rapport à une de tes... s'il y a une œuvre qui fonctionnerait dans cette archéologie-là. C'est comment dire, c'est quand même plutôt des rêves assez intimes, donc j'ai pas forcément les révéler, mais en tout cas oui, c'est vrai que en fait, dans tes livres aussi, j'ai l'impression qu'il y a... Ça, c'est en fait, moi, je me suis beaucoup nourrie de la photographie pour ma pratique, même s'il y a assez peu de photos dans mes installations, en l'occurrence. Mais j'aime bien, en fait, le voyage, l'exercice du regardeur que peut nous imposer, nous proposer un photographe. Et j'ai l'impression que, par exemple, il y a tout un truc lié au sol, le fait de regarder en bas, de regarder, et ça c'est quelque chose qui me plaît aussi, de regarder ça peut être en direction aussi des marginaux. Ouais, c'est magnifiquement dit. Et oui, pour ce qui est des rêves, ils nourrissent en effet beaucoup ma pratique. Enfin, j'ai une vie onirique assez riche et j'ai pas mal noté mes rêves, je le fais un peu moins maintenant. Mais oui, il y a des rêves qui sont à l'origine de passages du livre, de poèmes, et ouais, qui sont probablement aussi des étapes cruciales dans ma vie personnelle. Et je trouve ça intéressant aussi d'avoir cette ouverture, en fait, à ce réel qui n'en est pas tout à fait un, quoi. Et pourtant, je veux dire, c'est des choses les affects qu'on traverse dans un rêve sont réels, quoi. Ouais. Et voilà, je me demandais si toi, tu avais travaillé à partir de... Oui, alors des fois, c'est presque vexant de voir des résolutions plastiques qui sont 1000 fois plus impactantes dans un rêve, qui, évidemment, dès qu'on essaye de le refaire, en vrai... Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on fonctionne aussi par fantasmagorie, et le travail de l'artiste, c'est laisser, c'est un travail de deuil par rapport on doit faire le deuil de ce qu'on a cru que ça serait pour laisser place à ce qui est. Et en général, ce qui est toujours mieux. On croit que c'est moins bien, mais en fait, c'est toujours plus intéressant que le fantasme, justement. Mais ça signifie d'accepter ses limites, ses faiblesses, et d'avancer malgré tout, quoi. Je perçois vraiment l'artiste comme un peu un coureur de fond. Peut-être d'autant plus avec nos méthodes respectives qui consistent justement à beaucoup tâtonner, quoi. Enfin, je pense qu'il y a forcément une part de déception ou de changement total par rapport à ce qu'on avait vaguement imaginé au départ. Ouais. Oui. Oui, je pense que le deuil, c'est un mot qui peut décrire ce qu'on ressent, mais il y a aussi beaucoup de joie. Bien sûr, il y a énormément de jeux. Ouais. Enfin, moi, j'essaie de mettre en place évidemment, il y a quelque chose de dur, parce qu'on peut avoir honte de ne pas avoir fait assez bien, et on est responsable de notre langage, de ce qu'on dit, de ce qu'on porte, et c'est une lourde responsabilité malgré tout.
Mais en tout cas, oui, dans ma pratique, j'essaye de mettre en place des jeux, de m'amuser en fait, des jeux qui sont aussi des pièges, mais des pièges que j'espère fertiles. Peut-être tu vas nous lire un extrait de tout à fait. Tabor, par exemple. Ouais. Justement, je pense que je vais vous lire l'extrait qui décrit cette femme en fragmentation très littéralement. Je sentais encore dans mon torse les ferments de cette puissance. Ça pouvait repartir à n'importe quel moment. Mais pour l'instant, je me voyais comme un puits asséché ou presque. Il fallait y puiser profond, fouiller loin. Ici aussi, il y avait des zones industrielles et des supermarchés, et d'autres choses dans le genre, en plastique et en métal, substances sombres et souterraines. Ça me retournait à chaque fois l'estomac, mais le problème était trop vaste, et je me sentais tellement seule. Avec mon pauvre corps, mes pauvres nippes, à marcher sur la surface sèche de la terre, me forçant à oublier les infinités de feu, les étendues d'eau qui bouillonnaient sous sa croûte. J'avais commencé à me couper des mèches de cheveux, à m'arracher des bouts d'ongles, à les jeter contre les façades de tôle sur les parkings de gravier. Les foutus graviers. Comme une sainte, je répandais mon corps, maudissant ou sanctifiant les lieux, les sauvant ou les condamnant par les déchets de mon corps saint. Corps dispensable, mais aussi profond qu'une grotte, aussi vaste qu'un océan. Fluctuant comme un ruisseau. Mon corps était une source. La pluie, oui, vous insistez, voyons voir, ça s'est déroulé comme suit. Voilà. Donc je ne voyais plus les étoiles sous les nuages épais, mais dans tous les lieux-dits, les villages et les villes que je traversais, les gens restaient longuement dehors, leurs visages inquiets tournés vers le ciel. La peur. C'était comme les chiens. Ils sentaient que ça venait, et moi aussi. Et je leur donnais, à eux aussi, à ceux qui sentaient que ça n'allait pas tarder et qui attendaient sur le bord de la route, des mèches de cheveux, des rognures d'ongles, quelques gouttes de sang que je me faisais verser à l'aide de mon petit couteau de poche, là, dans la paume de leurs mains. Des morceaux de peau morte que je raclais à l'aide du même, et ils recevaient ceux-là même qui, comme des chiens, comprenaient. Ils avaient bien conscience aussi que pour eux, mon corps n'était pas la condamnation à mort que je faisais s'abattre sur ce qui était déjà maudit, c'est-à-dire ces choses, ces lieux et ces idées qui continuaient pourtant encore à attirer l'approbation et même l'adoration générale. Non. Pour eux, c'était une marque. C'était en quelque sorte une bénédiction, et ils le savaient, ceux qui tendaient leurs paumes pour recevoir mon sang. La jeune mère, son enfant dans une poussette et l'autre joint à ses pieds qui silencieusement recueillit le petit doigt, l'auriculaire, que sous ses yeux je me tranchais, répandant sur le front de ces bébés le sang qui coulait de la plaie. Et voilà, donc c'est ce personnage qui se décompose en direct, enfin, qui choisit de se décomposer et qui à la fois subit, je pense, cette espèce de compulsion à se mutiler et qui en même temps fait une sorte de force politique mais un peu dévoyée. Enfin, en fait, mes personnages sont perdus justement par rapport à cette question politique. Ils savent plus vraiment comment faire et ils cherchent une solution justement au marasme dans lequel ils se trouvent et voilà, ça c'est la solution que ce personnage-là a trouvé pour le meilleur ou pour le pire. Mais ouais, je pense que ça fait aussi lien avec mon travail, parce qu'il y a finalement il y a une question aussi pas de pas de la religion dans le sens de du dogme, mais de la religion dans le sens de la spiritualité. Moi, je regarde beaucoup d'art religieux. Ça, c'est par exemple dans cette pièce-là que j'ai montrée durant 1000 projectiles. J'ai repris cette figure de sainte, Ludivine, qui est une sainte en fait qui absorbe le mal des autres. Tu peux lui raconter quelque chose de terrible que tu as fait, elle va le prendre sur elle, et en pourrissant, ses plaies font des odeurs de chocolat, de cannelle parfumée. Et du coup, voilà, c'était l'occasion d'un travail de représentation sur le drapé et la douleur de façon assez retenue. Et puis Tabor, c'est aussi le mont qui est resté au moment du déluge. Peut-être, Anna, tu avais envie de lire un passage d'Edmond Jabès. Oui, pourquoi pas. Oui, ça ferait un lien, auteur et poète d'expression française, hein, pour qui le matériau biblique est particulièrement important. Oui. Alors,
Un matin, où nous étions étendus sur la plage, avec son index, elle dessina ses initiales dans le sable. S. S. Sarah Schwall. S. 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 Comment s'appelait Sarah, ce jeune SS qui portait tes initiales gravées dans son âme, qui circulait partout grâce à tes initiales, qui portait un uniforme que l'on désignait par tes initiales. Comment s'appelait ce jeune arrogant sans scrupules qui détenait sa puissance des 2 majuscules de ton nom? Il n'était pas seul à s'enorgueillir du prestige de cette double lettre. Ils étaient des millions à s'en enorgueillir avec lui. Comment aurais-tu pu leur résister à l'intérieur de ton nom? Comment aurais-tu pu empêcher les autres lettres qui forment ton nom de sombrer l'une après l'autre dans l'océan des lettres mortes, d'où émergeait, plus brillante que l'aurore, la double majuscule, appelée à gouverner le monde et qui narguait le soleil. Les hommes ne voyaient que par elle, tandis que toi et moi, et ceux qui nous ressemblaient par le visage et par le cœur, croyaient au soleil rond, au soleil du vieux temps qui était le leur et celui de la terre. Et dans ton travail, comment des images qui viennent de la littérature, parce qu'on l'a compris, elles sont prégnantes pour toi, voilà, comment matériellement ça se traduit, ça se concrétise? Est-ce que c'est plutôt une sorte d'idée ou c'est quelque chose de très précis qui... En fait, je lis un peu de poésie, de littérature, et voilà. Et des fois, il y a certains passages où ça peut être une sensation, ça peut être un visuel, et j'ai envie de m'en emparer pour faire quelque chose d'autre. Voilà, après ça, ça existe indépendamment. Oui, parce que ça n'apparaît pas sous forme de citation. Non, c'est pas. Voilà. C'est par exemple, Edmond Jabès, moi j'ai beaucoup réutilisé les pommeaux de douche et les plaques de gaz, qui sont des plaques de gaz maintenant assez désuètes parce que tout est thermo. Mais du coup, voilà, c'est vraiment de façon très très sauvage, quoi. Oui, parce que le lien avec Jabès, finalement, c'est quoi? C'est l'idée de la chaleur, le désert, c'est ou l'idée, effectivement, peut-être aussi de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Ouais. Shoah, ouais. Et voilà, j'aime bien que ça intervienne pas de façon forcément très très dramatique ou avec un poids de faire un travail sur l'archive. Pas du tout. C'est entre autres parmi cet amoncellement d'objets, des objets de diverses natures. Comme tu dis, il y a des vieilles Nike qui renvoient à des chaussures qui renvoient donc plutôt à une catégorie sociale et des gens plutôt jeunes qui cohabitent avec ces objets qui sont... à la fois très chargé mais aussi très domestique, très ordinaire. Et en même temps, c'est intéressant parce que je vais pas raconter toute l'anecdote, mais je me suis retrouvée dans un espace où il y avait un pommeau de douche de façon, c'était complètement incongru et c'était absolument terrifiant parce qu'en fait ça évoquait instantanément des images de chambre à gaz, quoi. Et c'est drôle parce qu'en fait, en regardant ton travail, j'y ai pas pensé. Et maintenant, ça me paraît absolument évident que c'est un signifiant de douleur et de terreur. C'est juste... Voilà, j'essaye de pas, fonctionner par message, mais de laisser d'être assez... plus le regardeur s'en empare et plus il le prend de la manière dont il veut, plus pour moi, c'est réussi, quoi. J'ai pas de direction à donner. C'est la polysémie des c'est signes. C'est ça, la polysémie, oui, et d'autant plus des objets manufacturés en masse, quoi, qui peuvent faire tout et n'importe quoi à la fois, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais, ouais. Et par rapport au texte, il y a quand même des textes qui apparaissent, il y a du texte dans ton travail, là par exemple on l'a vu c'est exceptionnel de façon générale, il y a pas vraiment de texte. Ce sont des textes écrits par toi ou c'est des ça c'est un texte écrit par Alix Prada qui a collaboré sur cette pièce,
Mais de façon générale, je mets des mots ou des morceaux de lettres, mais je mets pas de phrases ni même de texte. Ah oui. Sauf sous forme de captcha ou de... Oui, voilà, oui, les captcha, ouais, c'est Ouais. pour certifier qu'on n'est pas des robots. Et du coup, je trouvais ça... en fait, les captcha, ça participe à... c'est des intelligences artificielles. En fait, on fournit du travail gratuit pour eux, pour les aider, en fait, à... Et du coup, voilà, j'aime bien aussi cette idée de l'effacement, de la mémoire. Et c'est pour ça que j'ai remis les captcha dans la pièce des ânes, ouais. Ouais. Et non, et puis, comment dire, c'est important pour moi, cette dimension, comment dire, sacrée, pour moi, n'exclut pas du tout l'humour ou même le dérisoire, quoi. La trivialité, parfois, des compositions, des associations. Peut-être, Phoebe, tu voulais lire... Oui, je peux lire un extrait de Voilà. Cadavre, comme ça vous aurez Cadavre, un panel voilà, qui était ton premier livre de poésie. Oui, absolument. Donc aux éditions Cry Mimi Cry, petite maison d'édition plutôt en lien avec l'art contemporain, justement. Et qu'est-ce que je vais vous lire un très, très court poème. Grand vent ce matin. Les fils de la Vierge brillent sur la table, les vitres sales ont des langages à elles. Dans le livre, c'est écrit, on pourra se libérer des passeports et des clés, vivre en purs esprits. Par quelle triste magie, les seuils des autres mondes. Le vent fait trembler les maisons portes closes et fait trembler les mains. On palpe ses poches pour retrouver le trousseau perdu, on traverse monts, marais, frontières, veaux, vaches et cochons, les liqueurs nous enivrent le sang. Dehors, les pigeons roucoulent interminablement. Et j'ai choisi ce texte-là parce que à la fois on avait à nouveau la présence animale, voilà, qui fait un peu irruption, et aussi peut-être par rapport à la pluralité des références ou à la manière dont les références extérieures peuvent venir nourrir le travail de façon parfois tout à fait impromptue ou imperceptible. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'un tout petit passage d'un texte de Silvia Federici, dont en fait j'ai même pas noté la référence exacte. Et c'est un texte qui parlait pas de ça en particulier, mais où elle mentionne le fait que voilà, une espèce une numéralisation accrue, voire totale du monde, donc où il n'y aura plus de clés, plus de papier d'identité, plus de passeport. Et en fait, à la fois, c'est une sorte d'utopie merveilleuse qu'on imagine, et il y a quelque chose de très angoissant dans cette idée-là aussi. Et voilà, une fois de plus, cette question de seuil entre soi et les autres, soi et le monde, entre les différents espaces. Je suis très attachée aussi à la description, à l'exploration des espaces domestiques. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup comme lieu d'expérimentation textuelle, disons. Et voilà, c'était juste un exemple, pour vous donner un exemple de cette façon dont, par exemple, la théorie peut faire irruption dans le processus de création, et sans qu'on puisse forcément l'identifier, mais l'origine du poème est bien là. Et dans ces 2 livres de poèmes, ils sont accompagnés de dessins par d'autres artistes. Comment ça s'est mis en place Les 2 cas, ça doit être différent, bien sûr. Mais... Oui et non. En fait, dans les 2 cas, c'est plutôt des histoires d'amitié ou d'affinité. Avec Rosanne Voyer, je pense que les textes existaient déjà, et je pense que pour partie ces dessins existaient déjà aussi, donc il ne s'agit pas d'un travail illustratif à proprement parler, ouais. mais vraiment d'une sorte de dialogue entre... Donc vous avez choisi ensemble, vous avez monté Non, on a choisi chacune de notre côté à la fois les textes et les images. Et voilà, ensuite il y a eu un travail de sa part et de la part de l'autre personne qui fait partie de Cry Mimi Cry, donc la structure éditoriale. Il y a aussi tout un travail en fait sur la mise en page qui est assez riche. Et pour 18 Brumaire, en fait, Flore, c'était c'est toujours une amie d'amis qui est devenue une amie, et donc j'aimais beaucoup le travail. Et là, pour le coup, il y a vraiment
un travail d'illustration, quoi. Donc c'est Oui, c'était la logique aussi du Ouais. travail déjà. oui, donc c'est entre vraiment c'est vous plus un et- exactement. Ouais. Et de reprise peut-être des figures aussi Tout à fait. de Et donc il y avait calendrier. aussi voilà l'idée du calendrier, voilà de créer un objet qui est un calendrier sans tout à fait en être un non plus, qui est un recueil de poésie mais pas vraiment non plus. Enfin bon, voilà. Et Mhm. puis en même temps, bon, il y a évidemment cette tradition aussi du recueil de poésie illustré par des artistes. Historique, Ouais. classique. Ouais. Ouais, voilà, et qu'on avait envie de réactiver également. Et Anna, tu écris aussi des textes. Tu as eu. Très, ouais. Enfin, Ouais, voilà, mais parfois, oui. Ouais, parfois, ouais. Mais et oui, j'avais, je sais pas si tu as ça avec des auteurs, autrices ou artistes de façon générale qui te plaisent. Tout à l'heure, on parlait de la musique. Et comment dire, c'est pour avoir une sorte de réflexion sur ce qui nous semble quelque chose qui nous touche et qui fait sens. Moi, j'écoute beaucoup de musique industrielle et j'ai beaucoup écouté Coil, un album dont le titre en anglais veut dire un truc du genre il est mort dans les bras de l'ambulancier. Et c'est un album qui est assez anxiogène. Et en même temps, il est complètement envoûtant. Et on n'a qu'un seul désir, c'est d'y rester. Et voilà, je voulais te poser la question sur cette espèce de rapport des œuvres d'art qui sont des fois presque proprement insupportables, et pourtant pour rien au monde tu voudrais y rester encore et encore, quoi. Oui, mais peut-être que c'est aussi le propre de notre travail à toutes les deux, quoi. C'est rester avec cette angoisse et l'examiner et la prendre pour soi et en soi et en faire non seulement un objet, non seulement un sujet, mais un objet à part entière, quoi. Et pour ce qui est, moi je supporte très mal l'angoisse au cinéma. Je suis incapable de regarder des films qui font peur, à part David Lynch qui je pense qu'il a beaucoup influencé la manière dont j'écris, et à la fois dans cette acceptation de l'irrésolution, le fait que en fait que c'est possible de créer des narrations qui ne se donnent pas entièrement, mais qui sont quand même efficaces ou effectives. Ouais, je crois que ça a été vraiment une influence fondamentale. Au moment où je me suis mise à écrire Tabor, c'était un moment où je regardais énormément Twin Peaks, et je crois que ça m'a beaucoup aidé en fait à écrire et à m'autoriser. Et on a évoqué ça très rapidement sur Skype, mais c'est vrai que quand j'avais découvert Cronenberg, Existence adolescente, je sais plus quel âge j'avais. Au départ, j'étais quand même très dissuadée déjà de louer un titre qui s'appelle Existence avec un Z. Je trouvais ça vraiment cheap, pas possible. Les premiers moments des dialogues, c'était le truc de Princesse Gata. C'était trop, quoi. Et évidemment, finalement, de ce côté très cheap, il le tord d'une certaine façon, et qui devient aussi en fait, cette espèce d'a priori de faiblesse, de moyens, de côté très bricolé. Finalement, ça devient une succession d'idées géniales, et heureusement que j'ai regardé le film jusqu'au bout. J'ai oublié beaucoup de choses, de numéros, de cartes bleues, et finalement cette scène où il y a les personnages sont en train de manger en travelling rotatif, où finalement ils mangent un poisson venu des fins fonds vraiment d'une espèce de forêt improbable. Et en fait, ils mangent cette espèce de carcasse de poisson, et le poisson devient un pistolet. Et le pistolet sert à buter quelqu'un pratiquement instantanément, quelques minutes après. Et non, voilà. Et du coup, c'est des images très fortes. Et finalement, j'ai l'impression que c'est les artistes qui me touchent le plus. C'est finalement ceux qui arrivent à créer une sorte de réversibilité de leur défauts comme ça.
tu veux dire. Et en même temps, enfin, il y a une manière d'aborder le genre qui est particulière à la fois chez David Lynch et chez David Cronenberg. Enfin, je suis d'accord, ce film est absolument incroyable. Enfin, Mais c'est vrai que Lynch, enfin, c'est vraiment affreusement cliché, mais c'est vrai que c'est, comment dire, c'est difficile dans... Enfin, c'est extrêmement inspirant visuellement, conceptuellement. Il a fait des chefs-d'œuvre, quoi. Donc... Ouais, mais c'est vrai que cette hirondelle pourrait presque être ce pistolet. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Un peu tranchant, quoi. Anna, tu avais pensé lire un texte de toi oui, éventuellement. qui est un hommage où tu as écrit. Alors, c'est un texte que j'ai écrit. En fait, c'est une sorte de description personnelle d'une exposition d'une artiste qui a tout l'inverse de moi, quoi, qui fait des choses que je serais vraiment, enfin, qui sont au spectre esthétique opposé. Mais je trouvais ça d'autant plus stimulant, en fait, de s'intéresser à une artiste qui et en fait, en fait, pour moi, elle rejoignait aussi cette question du fascisme qui est aussi un peu présente dans, voilà, avec ces espèces de milices dans Tabor. Et en fait, elle utilise une esthétique totalement très warholienne, dans le sens où il n'y a plus de vie, quoi. Elle annihile tout. Et là, c'était une exposition qui s'appelle La destruction de l'expérience, qui était quand même le titre le plus triste qu'on puisse donner. C'est-à-dire qu'on détruit jusqu'à la seule chose dont on ne peut pas nous déposséder, l'expérience. Du coup, voilà, Alors, Nirvana, peut-on lire, écrit en grosses lettres, sur l'un des murs de la salle d'attente de la destruction de l'expérience. Boudoir Ikea, cabinet de scientologie, à moins que ce soit une clinique pour se faire avorter, ou la fusion des trois. Cette exposition ressemble davantage à une pièce de théâtre ou un mauvais présage sous la pluie torrentielle des clics d'Internet. Là-bas, sur la scène, toute maquillée du prestige de la sincérité, le masque d'Amalia ne ment pas seulement, il trahit. Scellé au visage de celui qui le porte. Ce n'est pas un masque d'animal, ni même de robot. C'est un masque d'algorithme qui absorbe avec terreur toute la gloire de la vitesse et de la lumière. Ce masque, toujours parfait, n'englobe pas uniquement le visage, mais également le reste du corps, comme si l'on tombait dans un trou. Il épouse toutes les injonctions paradoxales de son époque, de la dame de ménage à la businesswoman au sommet, en passant par la protestante blanche et l'escort girl. Tour à tour, toutes sont invitées à venir se sacrifier à la surface du masque. Debout, sur le plateau, la jeune femme ombrageuse possède un doudou. C'est un accessoire vivant, un rat ailé qui roucoule en allemand un chant légendaire. C'est un objet très sale venu du fond des âges et fait d'un tissu que l'on a fait rouler sous les pieds pendant des siècles. Le spectateur s'enfonce confortablement dans un canapé beige qui a tout de même l'arrogance d'avoir comme motif, en lettres majuscules, toutes les capitales du monde. Sur la coudoir, un café réalisé avec passion lui est servi. Notre prénom est là, inscrit à la main sur le gobelet. Heureusement pour notre héroïne solitaire, l'art est son complice et l'accident est matriciel. Ce théâtre clos sur lui-même enfin se déchire. Au bout d'un moment, on ne sait plus si ce sont elles ou nous qui sommes sur scène. Tout se mélange et la pièce est un très grand succès. Pourtant, nous sommes inconsolables. Merci. C'était une exposition de quel artiste d'Amalia Ullman. Ah oui, d'accord. D'accord. Et Phoebe, toi, tu dessines? Tu crées des... Oui, j'ai dessiné autrefois, mais j'ai... Et alors, ça ressemblait à quoi? À quoi ça ressemblait? C'est une bonne question. Bah, pas à grand-chose. Je pense que j'étais pas une très bonne dessinatrice. Mais, très original, peut-être, sans... peut-être. Mais oui, c'était pas mal de... J'ai dessiné beaucoup d'animaux et de composites un peu animaux humains, en fait. Bon, voilà, sans surprise, sans doute. D'accord. Et Anna, si tu écrivais des romans ou des nouvelles, des poèmes, qu'est-ce que ça serait? Je sais pas trop. Là, je pense que ce serait des expérimentations assez libres, quoi. Ou de la bande dessinée, par exemple. Ah oui. Nous avons sans doute des questions ou des interrogations.
Tout à l'heure, Phoebe, vous avez évoqué la figure de la vieille femme comme une sorte de motif dans vos travaux, mais de manière hétérogène. Et je me demandais si pour toutes les deux, vous aviez une sorte de pattern de quelque chose de très précis, qui est peut-être anecdotique, mais qui revient dans votre travail, que ce soit des œuvres anciennes ou actuelles. Voilà. Non, je trouve ça intéressant que de prendre la figure de la vieille femme, parce que dans ce personnage un peu monstrueux là, de David Lynch dans Mulholland Drive, on l'a beaucoup assimilé aussi comme la peur de la précarité et de la vieillesse, qui serait le pire qui puisse nous arriver, quoi. Mais non, pour répondre, si on a des figures précises qui reviennent, moi je pense qu'il y a les oiseaux. J'ai eu les cerfs-volants à un moment donné, beaucoup de formes aériennes, des soleils, voilà, beaucoup de formes aériennes. Et pour ma part, à part cette espèce de vieille sorcière, je crois que ce qui revient le plus, je me rends compte que ce que je fais tout le temps, c'est de poser la question de la vérité. Enfin, je crois que c'est ça, et de la fiction, et je crois que c'est ça qui motive tout mon travail. Merci beaucoup à toutes deux. Merci Anna, merci Phoebe. Merci de l'invitation. On va trouver tes livres à la librairie de la Fondation Père de Ricard. Et puis, nous allons prendre un verre. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci.